Alright. Donc, bienvenue à l'épisode 40 de la saison 2 du H2H Academy Podcast. Aujourd'hui, pour cet épisode-là, parce que Nicolas est en vacances, on reçoit Mathieu, un de nos consultants de l'équipe là, de H2H Academy. Donc, pour commencer, Mathieu, je te laisserai te présenter, parle-nous un peu de ton background, puis après ça, on va attaquer l'émission. Pour un peu vous donner l'eau à la bouche, là, l'objectif, c'est aujourd'hui, c'est vraiment de travailler à voir si vous êtes capable de mettre votre énergie sur le bon service pour aller chercher la rentabilité que vous méritez dans votre entreprise. Donc, Mathieu, courte présentation. Yes, merci PL. Dans le fond, c'est assez simple mon background. Ben, tu sais, on a travaillé ensemble au fil des dernières années. Tu sais, j'ai occupé différentes positions. Autant j'ai été conseiller financier, j'ai été directeur des ventes dans une entreprise de construction. Chez TELUS, la même chose. Puis, ben, c'est intéressant le sujet d'aujourd'hui, je trouve, parce que mon background, on va dire, plus scolaire, académique, j'ai fait un bac en technologie d'affaires pour faire de l'optimisation d'entreprise. Fait que c'est sûr que il y a certaines nuances que je vais pouvoir apporter aussi là, qui ont rapport à ça. Puis c'est tout le temps des choses que j'essaie d'apporter dans mes coachings aussi. On en parle là, de zones de génie, d'activités à haut rendement, tout ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu ça qu'on va faire. Are you behind on your credit card bills? Good, pick up the phone and start dialing. On vend pas comme on consomme, right? Malheureusement, tu laisses aller ton client à la compétition. Alright. Fait que, on roule. Tu sais, on parle souvent aux vendeurs, mais aussi aux entrepreneurs qui font de la vente. Mais aujourd'hui, je veux vraiment qu'on sorte un petit peu du créneau de la vente pour aller attaquer un enjeu que beaucoup d'entrepreneurs, je trouve, qu'ils négligent. Tu sais, puis selon moi, c'est un des aspects qui est relativement pas trop compliqué. Fait qu'aujourd'hui, en plus, tu sais, de prendre le temps de nous écouter, ben, on va vous laisser des éléments clés, puis des pistes de réflexion, puis des devoirs pour venir vraiment amorcer une réflexion qui peut augmenter de façon significative la rentabilité puis la profitabilité de la business. Donc, parle-moi d'un exercice que tu aimes faire avec beaucoup de tes mandats de consultation, tu sais, l'évaluation des activités à haut rendement, bas rendement, moyen rendement. Parle-moi un peu de ça, puis comment tu conseillerais à nos auditeurs qui sont en entreprise en ce moment, qui offrent des différents services produits, de mettre ça en œuvre, là. Ben, tu sais, un des premiers exercices que j'aime faire, disons quand je rentre dans un mandat de consultation, j'aime ça évaluer, ça part d'où leur méthode de travail. Fait que méthodologie de travail, ça part d'où. Il y en a par exemple qui ont été dans une agence, il y en a qui ont parti leur propre business, puis des fois quand ils se sont lancés, ils se sont vraiment concentrés sur le volet opération, sur le volet logistique, ou ils se sont concentrés sur qu'est-ce qu'ils se sont fait dire de faire. Fait que par exemple, plus que tu fais de type d'activité, prends tout ce qui passe, puis c'est comme ça que tu vas réussir à te démarquer, puis c'est comme ça que tu vas réussir à survivre. Fait que une des choses que j'aime faire en début de mandat, c'est de regarder en ce moment qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes activités, qu'est-ce que tu fais de ton temps, puis j'aime ça poser un diagnostic quand même là, hâtif, là, juste on the spot, avec qu'est-ce que tu me dis, est-ce que je suis capable de flaguer peut-être des incohérences. Par exemple, ben, je prends tout ce qui passe, même des clients à super basse valeur, une job d'un avant-midi, pour moi c'est bien assez si on est sa construction. Ben, des fois, c'est peut-être des choses que je vais avoir envie de challenger, mais un job en bas de 5000 peut-être t'es pas si rentable que ça parce que ta journée n'est pas optimisée, tes déplacements sont pas optimisés. On l'a vu quand tu as posé la question hier, je crois, sur ton profil. Tu as demandé c'est quoi les activités qui vous prennent plus de temps. Puis, tu sais, une des réponses qui est revenue, c'est les déplacements, la tenue de livre, toutes ces choses-là. Mais c'est sûr que si on passe beaucoup de temps à travailler des petits dossiers ou des dossiers qu'on prend pas le temps de préqualifier, ben après ça, on n'a pas besoin de chercher trop loin à savoir pourquoi on passe notre temps sur la route, pourquoi on passe notre temps à facturer. On n'est peut-être pas dans des jobs qui sont énormément payants. Fait que j'aime ça faire cet exercice-là en début de mandat. C'est qu'en gros, le devoir qu'on a pour vous en termes d'activité de bas rendement, de moyen rendement ou de haut rendement, tu sais, c'est quoi le salaire horaire ou c'est quoi le profit ou le rendement attribué à chacune de ces tâches-là, puis de se questionner si c'est du bas, c'est du moyen ou si c'est du haut rendement. Parce que tout ce qui est du bas rendement devrait pas faire partie des tâches que vous faites la majorité de votre temps. Ces tâches-là, ils doivent soit disparaître ou être déléguées. Parce qu'on s'entend, la tenue de livre, il faut qu'elle soit faite. Mais si ton contrat moyen, c'est, je sais pas, 5000 pièces dans la construction,
au lieu de 500 000 on s'entend qu'en termes de tenue de livre, c'est pas la même quantité de tenue de livre. Fait que, tu sais, le positionnement de l'offre, qu'on y reviendra un petit peu plus tard, va faire une grosse différence dans la répercussion de où est-ce que tu mets tes efforts puis comment tu dois le faire pour atteindre l'efficience. Donc, ici, c'est vraiment de se questionner qu'est-ce que tu fais dans ton day-to-day comme tâche pour valider si c'est une activité à haut rendement, moyen rendement ou bas rendement. Et donc, à partir de là, tu es capable de prendre un pas de recul puis de regarder qu'est-ce qui se passe concrètement en termes d'opération puis d'activité dans ton entreprise pour te permettre de prendre de meilleures décisions de gestion. Puis après ça, venir adapter ta vente. Qui nous amène, en fait, à notre deuxième point, justement, que je vous ai juste un peu touché une note. Mais tu sais, en quoi le choix du pricing de l'offre de service et du client qui va venir répondre à ça peut avoir une répercussion majeure sur l'énergie que tu mets et le rendement que tu vas obtenir dans ton entreprise. Tu sais. Tu sais, si je peux me permettre de faire du pouce sur qu'est-ce que tu viens de dire, nous, on aborde souvent une des matrices qui est les plus populaires en gestion d'activité, qui est la matrice d'Eisenhower. On la connaît, on l'aborde sous toutes les formes, peut-être qu'on en a parlé déjà dans nos podcasts, dans les ateliers live. Mais des fois, les gens ont de la misère à dire, mais c'est quoi pour moi qui est haut rendement? Qu'est-ce qui est bas rendement? Puis, j'ai été voir un concept assez simple en ligne qui est l'activité du 2000. T'as-tu déjà entendu parler, PL, du 2000? Bon, mais c'est simple. Je regarde quelqu'un, j'ai dit, tu as fait combien cette année? Il me donne un salaire. Je dis, maintenant, ce que tu vas faire, tu vas le diviser par 2000 parce qu'on s'attend qu'un entrepreneur va travailler 2000 heures par année. Une moyenne. Bien basique. Puis tout ce qui est en bas de 50%, ça devrait être délégué aujourd'hui. Tout ce qui est en bas de 75%, on devrait chercher à le déléguer. Puis tout ce qui est en bas du 100% de ce chiffre-là, on devrait essayer de l'optimiser ou peut-être de réduire le temps qu'on passe là-dessus. Fait que tu sais, si par exemple tu pognes 100 000 puis tu viens diviser par ton 2000, c'est 50 $ de l'heure. Qu'est-ce que tu es capable pour la fraction du prix? Fait que mettons pour 25 $ de déléguer à l'heure de la bonne façon, tu devrais le déléguer aujourd'hui. Pas dans une semaine, pas dans un mois. Là. Fait que arrête-toi, prends le temps de regarder ça. Fait que l'exercice du 2000, si vous ne l'avez jamais fait, ça peut être un des points de départ quand vous allez construire votre matrice d'activité haut rendement, bas rendement, pour vous donner comme un point de départ, savoir je vaux quoi, puis c'est où que je suis payant. Déjà, ça, je pense que ça peut venir challenger une certaine partie des activités qu'on met dans une semaine. Là. Super intéressant. C'est un autre devoir qui va créer, qui va donner énormément de valeur. J'avais jamais entendu parler, puis effectivement, tu sais, je veux dire, moi, je fais exactement ce genre de comportement-là, mais pour tout le reste des tâches en plus que j'ai dans ma vie personnelle. Là. La seule affaire que je garde, c'est le gazon parce que j'y trouve un plaisir avec mon Kubota de faire mon gazon, mais sinon pour le reste, je délègue tout, le lavage de vitre, l'entretien de la maison, laver les autos, c'est toutes des choses que je donne en sous-traitance. Puis la raison est simple, c'est que je favorise ma famille, puis ensuite mon travail, puis toutes les autres tâches qui peuvent venir impacter l'un ou l'autre de ces deux dimensions-là, je les délègue, mais ça s'applique tellement dans l'entreprise. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment un bon point, Matt. Maintenant, je rebondirais vraiment sur une analyse complémentaire qu'on doit faire, c'est est-ce que ton offre de service, elle est au bon prix et est-ce que tu l'offres au bon client? OK? On vient de commencer un mandat là, dans le domaine de l'acier. Puis, dans le fond, une des conséquences qui vit en ce moment de ces décisions du passé, c'est avec tout ce qui s'est passé avec Trump au niveau des tarifs douaniers, etc., ben, il s'est ramassé à prendre des petits jobs pour être capable de faire un revenu, ce qui est parfait, parce qu'à un moment donné, il faut que tu sauves la barque. Quand il y a des conditions exceptionnelles, ça prend des décisions exceptionnelles pour sauver la barque, sauver l'entreprise. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, toute la structure est habituée de prendre des mini-mandats et le temps de soumissionnage pour une petite job et pour une grosse job est le même. Donc, ultimement, c'était une de mes premières recommandations dans la consultation, mais j'ai un autre cas que je veux vous partager. J'ai 2 entrepreneurs en construction qui ont passé chez nous en 2025. J'en ai un qui a fait 10 millions de chiffre d'affaires, puis qui a 10 jobs. Puis j'en ai un qui a fait 2 millions de chiffre d'affaires, puis il a 200 jobs. Qui a fait le plus d'argent, qui a travaillé le plus fort? Évidemment, celui à 10 millions a eu des complexités qui étaient peut-être d'un autre niveau. Mais celui qui a fait 200 jobs, il y a 200 déplacements. Il y a 200 ouvertures, fermetures de contrats, puis sans compter le nombre de soumissions potentielles qu'il a faites pour être capable de les closer, pour avoir un taux de closing. Donc, la charge de travail qui est vraiment importante pour gagner sa vie, repose en bonne partie aussi sur le choix de comment tu vas packager ton offre de service puis à qui tu vas l'offrir. J'aimerais t'entendre là-dessus si c'est quelque chose que tu viens corriger de façon systématique là, dans les mandats de consultation. Là. Certainement, c'est quelque chose qu'on vient adresser. Puis des fois,
des fois, l'appât du gain, tu sais, devient quand même intéressant là, chez les gens. Tu le sais, j'ai été conseiller en sécurité financière. J'étais à l'époque quand même assez impliqué aussi au niveau immobilier. Fait que, j'en ai des mandats avec des gens dans l'immobilier, des conseillers financiers, toutes ces choses-là. Puis un des enjeux, des fois, c'est qu'effectivement, tu sais, on peut des fois viser l'appât du gain d'aller chercher la grosse commission à 10 000, ou des fois, on peut être tenté d'aller chercher la commission peut-être à 1 000 $. Puis ce que j'apporte là-dessus, c'est que si les gens ne prennent pas le temps de calculer les KPI comme on l'enseigne, d'évaluer chacun les activités, qu'est-ce que ça l'apporte, ben des fois, ils vont mettre du temps. Je te donne un exemple. Je m'en vais dans un quartier, bord de l'eau. Je vais en faire du porte-à-porte en tant que courtier immobilier. Puis je m'en vais chercher la grosse pine, la maison à 2,5 millions. Ben peut-être que mes efforts à la fin de l'année pour aller chercher un listing, une vente, une transaction, peut-être qu'ils vont être pas mal plus forts. Puis que l'autre personne qui va avoir été dans un quartier moyen où il y a un petit peu plus de volume, peut-être un peu moins de compétition, des transactions à 5, 700 000, peut-être que cette personne-là va avoir été capable de sortir plus de transactions versus d'essayer tout le temps de se battre pour le gros poisson. Fait que tu sais, l'exemple que tu as donné sur la construction, je trouve que les gens doivent faire la réflexion de savoir c'est où que eux ils performent, puis pourquoi les gens feraient affaire avec eux. Fait que quelqu'un qui vient de commencer, exemple dans un domaine comme la construction, puis essaie tout le temps d'aller chercher le gros poisson, le super gros deal, peut-être qu'il va se planter au niveau de la tarification. Peut-être que son estimé budgétaire ne sera pas bonne. Peut-être que, comme tu disais tantôt, la complexité du projet, peut-être qu'il ne sera pas nécessairement outillé pour faire tout le projet. Peut-être que ça va y faire des débordements de temps, des débordements de coûts. C'est important de, oui, se poser la question, qu'est-ce qui n'est pas assez payant? De se poser la question, qu'est-ce qui est assez payant? Mais de ne pas tout le temps aller dans l'extrême. Fait que, tu sais, nous, ce qu'on coach, c'est pas tout le temps de dire aller vers l'extrême, aller chercher la plus grosse pine. C'est de dire qu'est-ce que, de façon mesurable, prévisible, qu'est-ce que vous êtes capable d'apporter à votre agenda qui va tout le temps vous apporter des rendements. Puis quand tu parles, PL, de l'océan bleu, pour moi, ça me fait un petit peu penser à ça. Des fois, on a envie d'aller chercher, let's go, je me bats pour aller chercher les grosses pines, mais tout le monde se bat aussi pour ça d'une certaine façon. Puis des fois, c'est des sharks qui sont là. Ouais, puis j'aime la nuance que tu apportes. Effectivement, le but, c'est pas toujours d'aller chercher le plus gros mandat, mais on voit les extrêmes. On voit celui qui veut juste les gros puis qui aimerait donc avoir une business juste de gros. Puis en même temps, je le comprends, moi aussi, j'aimerais ça avoir une business juste de gros. La réalité, c'est que c'est pas... ça relève un peu de l'utopie, à mon humble avis. Tu sais, comme si demain matin, on se dit, on se parle de business de construction, puis on veut juste des chalets à 3 millions, s'il y en a peut-être 12 par année au Québec, là, je sais pas, là, je sais n'importe quoi, peut-être qu'il y en a 100, là, I don't know. Mais tu sais, c'est un micro-marché. On n'est même plus dans l'océan bleu, on est dans un petit lac au milieu de l'océan bleu, tu sais. Fait qu'il y a un gap entre celui-là puis la personne qui a un offre de service mini puis qui fait du mass market, tu sais, un peu. T'étais conseiller en sécurité financière, on le vit beaucoup avec des mandats, ça fait 6 ans qu'ils sont en affaires, ils ont accepté tout le monde dans leur portefeuille de clients, puis à un moment donné, il arrive un problème, c'est qu'ils font juste faire les mises à jour de dossiers, puis ils sont même plus capables d'avoir du temps pour faire les nouvelles ventes. Pire encore, ils ne génèrent pas suffisamment de marge pour payer un adjoint qui pourrait l'aider à venir structurer son temps. Fait que je pense que la réflexion aujourd'hui, si tu nous écoutes, tu es un entrepreneur, peu importe ton domaine d'exploitation, c'est est-ce que ce que tu offres comme service, comme produit, puis comment tu le structures, ça a une capacité de longévité dans le temps. Là, Ou bien dans 3 ans, là, toutes les red flags vont péter. Puis là, tu vas être brûlé parce que tu vas avoir des calls de service, tu vas avoir des suivis, des enjeux avec ta clientèle qui vont te rappeler, puis que tout ton profit se fait longtemps qui a été dépensé. Là, fait que ça, c'est des enjeux que j'aime beaucoup adresser en termes d'offre de service parce que lorsqu'on est mieux positionné sur une offre de service qui est plus payante, qui est plus intéressante, ben on fait plus de profit, puis une entreprise qui fait plus de profit, c'est une entreprise en santé. Puis l'entreprise en santé, ça génère normalement une meilleure santé mentale pour les entrepreneurs. 100%. Puis tu sais, c'est de tout le temps essayer de comprendre qu'on devrait avoir une coupe de casquette ou une coupe de chapeau sur notre bureau. Puis quand il y a un client qui arrive vers nous, même si vous avez faim en ce moment parce que vous avez besoin de générer des ventes, vous devriez enlever la casquette du gars qui a faim, mettre la casquette du propriétaire, puis prendre le temps d'analyser chacun des clients, puis te dire, si j'accepte des clients comme ça, est-ce que ça contribue à ma vision à long terme? Est-ce que c'est un client qui c'est un mandat qui a un bon lifetime value, par exemple? Est-ce que c'est un client avec qui je suis sûr d'avoir des bons résultats? Si la personne, ta rencontre pour ton estimé la première journée, puis elle a l'air de vouloir te piler dessus, puis elle a l'air de te marcher, puis elle a l'air d'être difficile, qu'est-ce que tu penses qui va arriver down the road? Tu seras pas capable de faire une bonne job, ça va être time consuming, puis des fois, ben, ça contribue pas justement à ta vision. Fait que ça, c'est un des bons réflexes que j'aime coacher, c'est de dire prépare une coupe de chapeau, une coupe de casquette, puis
aie pas peur de les trader une fois de temps en temps parce que tu dois être capable de prendre le pas de recul puis de pas être justement tout le temps concentré sur la commission, sur la vente ou sur le fait il faut que je génère de la job pour mes gars. Parce que si tu génères de la job pour tes gars puis il n'y a pas personne qui a de fun parce que les attentes sont beaucoup plus élevées ou qui sont pas atteignables, ben ça pourra pas être scalable. Tu pourras pas scaler ton entreprise là-dessus. Fait que tu sais, ça c'est un des réflexes que j'aime bien apporter. Fait que la question c'est est-ce que ce type de client-là, si je me mets à en avoir 1, 2, 3, 10 qui rentrent, ben, est-ce que ça contribue à ma vision? Fait que tantôt, on parlait de l'exemple du CSF qui rentre, par exemple, un peu n'importe quoi, des amis que tu sais qui vont juste faire des petits paiements ou des petites primes ou ces choses-là. Ben, l'enjeu, c'est de dire justement, qu'est-ce qui va se passer si je fais ça pendant 1 an? Ben, c'est qu'à un moment donné, tu vas être saturé en termes de gestion, en termes de suivi, puis tu seras pas capable de faire des activités à haut rendement. Tu vas te pogner dans ce temps. Ouais, dans cet engrenage-là, puis tu seras pas capable de t'en sortir, tu sais. Puis, l'ironie parfaite, c'est que même toi puis moi, parfois, on n'a pas la solution à ça. Tu Ah ouais? sais, parce que là, il arrive son bottleneck, le profit est pas là, les dépenses engendrées, c'est juste pour patcher les enjeux du passé, là. Pas une petite baguette magique dans mes mains pour t'aider dans ce temps-là, là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, des situations qui sont impossibles à ramener, on en voit. Pire encore, on voit. Moi, je te les envoie pas parce que je les intercepte avant qu'ils arrivent à toi, mais des faillites techniques, je vois ça, là. Tu sais, des gens qui vont tellement closer des offres de services pas payants que comme je suis comme là, tu sais, il reste combien dans le compte, tu mets tes taxes, tes impôts de côté. Oui, tu sais, tu peux financer des taxes, c'est pas nice là, mais avec le gouvernement, mais je suis comme tu te réalises-tu que t'es en faillite technique en ce moment, puis que c'est vraiment pas nice, tu sais, là. Fait que ça, c'est un autre enjeu que je vois, tu sais. Puis ça, j'aimerais aborder un autre truc par rapport aux activités de haut rendement. C'est un peu cheesy, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez, là. La loi de Pareto est clairement pas assez enseignée, utilisée en entrepreneuriat. Puis elle est bonne en vente, comme elle est bonne en recrutement, comme elle est bonne en gestion, comme elle est bonne pour la stratégie. Donc j'aimerais t'entendre. Quelle est ta compréhension de la loi de Pareto et comment elle devrait être appliquée dans le day-to-day d'un entrepreneur qui fait de la vente? Je vais te surprendre, mais tu sais, je vais aller peut-être un peu à l'inverse de la réponse que tu pensais. Tu sais, la santé mentale des gens qui rentrent des fois dans nos coachings et ces choses-là, des fois ils ont beaucoup de pression, des fois ils peuvent avoir des épuisements ou des débuts d'épuisement qui sont dus au type de client avec qui ils travaillent et pas nécessairement à la vraie charge de travail qu'ils ont. Moi, une des lois de Pareto que j'aime évaluer, c'est en ce moment, c'est quoi le 20% de tes clients, de tes mandats ou de des dossiers qui te causent 80% de tes maux de tête? Mais c'est excellent, c'est exactement ça. C'est complètement l'inverse parce que souvent, on va tout le temps penser en termes de cash. On va dire, c'est quoi le 20% de tes clients qui va t'apporter la plupart de ton chiffre d'affaires, 80% de ton chiffre d'affaires. Mais déjà, si on est capable de baisser, tu sais, vous apportez souvent le concept de la carte de crédit mentale. Déjà, si on est capable de laisser plus de place dans la carte de crédit mentale pour justement aller closer des meilleurs deals, être plus solide sur nos ventes, pas laisser tout le temps partir les gens en suivi de toutes ces choses-là, ben déjà, je trouve que la personne, elle va être plus optimisée, elle va être plus rentable. Puis ça part du fait, quand vous acceptez quelqu'un dans votre entonnoir, moi je le dis souvent à mes clients, un des trucs que je vais casser rapidement avec toi, je vais te coacher à ce que tu arrêtes de croire que chacun de tes clients que tu rencontres mérite d'avoir sa soumission, mérite d'avoir son prix. J'adore ça. Puis, tu ne surveilles pas la chose à l'envers parce que si on veut atteindre 20% des meilleurs clients, il faut que tu apprennes à infiltrer. Il faut que tu te débarrasses de 20% des clients qui te donnent 80% du trouble. Parce que la réalité, là, c'est que c'est toujours les mêmes qui occasionnent le trouble. Puis, notre cerveau étant relativement mal fait, il peut se passer 80 épisodes positifs dans un événement positif dans une journée, mais une négative. Puis, il va venir te gober 99% de ton énergie, tu sais. Puis sûrement, il y en a qui vont se reconnaître là-dedans, tu sais. Puis je sais pas, je pense qu'on est fondamentalement, ben pas je pense, mais on est fondamentalement plus enclin à focaliser sur le négatif, tu sais. Fait que, évidemment, c'est pas quelque chose qui me surprend. En fait, je suis plutôt agréablement surpris que tu adresses ça parce que dans une approche H2H, on veut mettre l'être humain au cœur de la solution puis de la stratégie. Fait que si l'être humain, il est tout croche puis qu'il fait juste accepter des mauvais clients, puis qui se protègent pas, puis qu'il n'y a aucun filet de sécurité pour l'aider là-dedans, on pourra jamais, de toute façon, implanter une stratégie qui va apporter du rendement, puis qui va l'amener à un autre niveau dans sa business. Tu sais, là. Puis tu sais, j'essaie de l'adresser rapidement dans un mandat, mais des fois,
On reste un peu, un petit peu pris dans la vision que les gens ont d'embarquer dans un accompagnement. Souvent, ils pensent que ça va être linéaire. Hein? Ils commencent avec nous, puis là, hop, les résultats vont arriver. Mais des fois, il y a des clients qui arrivent vers nous, ils manquent déjà de rendez-vous, puis là, ils me rencontrent sur un coaching, puis je leur dis, là, on va couper de 20% le nombre de personnes que tu vas rencontrer. Fait que ça va créer des fois un genre de creux, mais juste mental, parce qu'en tant que tel, ça va pas couper des ventes. C'est des clients qui n'auraient déjà pas closé. Mais quand j'apporte ça rapidement dans un mandat, les gens, tu vois, qui ont peur, ils se braquent parce qu'ils se disent, mais attends une minute, j'ai juste 4 rendez-vous cette semaine, mais t'es fou, toi, je vais pas dire non à quelqu'un. Non, mais un coup, tu es capable de le faire, puis tu es capable de libérer ta carte de crédit mentale, puis tu es capable de libérer ton agenda pour des tâches à plus haut rendement, par exemple, d'aller faire de la prospection haute valeur, de passer plus de temps sur tes clients cibles. Ben, je pense que le résultat il arrive rapidement, mais il faut que les gens trust the process. Ouais, puis ça, c'est un mirage qu'on tape sur le clou en malade, là, sur le podcast, là. C'est pas parce que t'as 10 rendez-vous à ton agenda que c'est impressionnant. Sorry, not sorry. Vraiment pas, en plus, tu sais, parce que moi, si je fais une analyse granulaire, puis je regarde s'ils sont bien préqualifiés, si t'as bien fait ton travail, s'ils répondent à un offre type de haute valeur, puis que, tu sais, t'es vraiment dans ta loi de Pareto, là. Si tous ces critères-là, là, je vais être impressionné, mais bon, ça arrive que très rarement, parce que l'enseignement classique dans le domaine de la vente, c'est Mathieu, un agenda plein de rendez-vous, ça veut dire que tu vas faire une belle année, tu sais. C'est ça. Kind of bullshit, tu sais. Fait que justement, puis tu veux protéger ta carte de crédit mentale, si tu es en activité au rendement, apprends à disqualifier des clients, puis rencontre des gens qui valent la peine. Puis c'est drôle, ironiquement, tu vas te porter mieux, ton portefeuille va aller beaucoup mieux aussi, parce que les clients de haute valeur, si tu es brûlé par tes clients de basse valeur, t'es pas capable de leur donner le service puis le pitch de vente qu'ils méritent, puis ils ont pas tant envie de faire de la business avec toi. Donc c'est un couteau à double tranchant. Fait que je comprends le stress puis l'anxiété que ça déclenche quand tu leur dis ça. Par contre, c'est la meilleure recommandation pour n'importe quel entrepreneur, va te le dire, après 10 ans d'ancienneté, tu vas leur dire qu'est-ce que tu as fait, c'est de flusher les tâches à bas rendement puis me concentrer où est-ce que je suis vraiment payant sur ma business. Puis quand tu regardes vraiment là, les entrepreneurs vraiment, vraiment high-end, là, les plus grands de ce monde, ils vont te dire que leur job, c'est de prendre une bonne décision par mois. Tu sais, si en ce moment, toi, tu es capable d'avoir du temps pour gérer tes différents business, d'avoir le temps de faire des podcasts, d'être là pour ta famille, de profiter de ta cour et ces affaires-là, une des raisons, moi je l'attribue beaucoup au fait que tu es capable d'aller chercher un oui ou un non. Parce que tu n'as jamais peur de ne pas closer. Tu fais qu'est-ce que tu peux, mais tu le sais que pour toi, les suivis, c'est des activités à bas rendement. Puis j'ai beaucoup d'entrepreneurs que je rencontre, que je coach, que même après avoir mis un processus en place, ils ont de la difficulté à s'adapter mettons, en termes de 1 mois, 2 mois. Ils ont de la difficulté à aller chercher un oui, un non, parce qu'ils ont peur de brusquer le client, ils ont peur de perdre une vente. Mais en réalité, ils se ramassent avec 4 suivis la semaine d'après, qui vient drainer leur carte de crédit mentale, qui vient faire en sorte que les autres, ils commencent avec de l'espoir. Fait que le lundi, ils n'ont pas le pied dans le fond. Moi, c'est ça que j'aime. Quand mon client me dit « Hey Matt, j'ai réussi à aller chercher un oui, 2 non ce vendredi. » Fait que quand on arrive lundi, la semaine recommence fresh. Puis au lieu de faire mon 50 appels parce que j'ai peut-être un peu d'espoir que j'en ai un des deux que je rattrape, m'en faire 100 parce que j'ai plus rien dans mon pipeline. Là, je dis « Good job, t'es sur la bonne voie. » Tu sais. Oui, c'est vrai. Encore une fois, c'est d'alimenter l'espoir puis de ne pas être réaliste. Puis tu sais, t'as raison, j'aime. C'est une opinion que je trouve. Faudrait que je le réfléchisse, peut-être tu vas m'aider, mais moi, j'aime m'auto-proclamer un entrepreneur paresseux. Tu sais. Ouais. Au final, je suis travaillant. Là, mais tu sais, la réalité, c'est que quand je vais mettre 1 heure de mon temps pour quelque chose, c'est parce qu'il va être optimisé, je vais être dans la recherche de l'efficience, puis je vais aller chercher le maximum de rendement pour cette tâche-là. Comme dans H2H maintenant, c'est toujours moi qui fais les ventes des plus gros clients. Pardon, tu sais, on m'appelle maintenant l'associé aux ventes custom ou aux ventes spéciales, tu sais, c'est packager des grosses affaires parce que c'est là où est-ce que je suis le plus rentable pour la compagnie. Est-ce que je fais 50 pitches de vente par semaine? Pas du tout. J'en fais entre 2 puis 3, puis le reste de mon temps, on s'occupe de gérer l'entreprise puis de prendre des décisions stratégiques, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, pour n'importe qui nous écoute, ça se peut que tu sois dans le jus, ça se peut que tu sois dans la course de genre te sortir de ça. Ça se peut que tu sois c'est aussi ce que j'appelle affectueusement le syndrome du travailleur autonome. Tu gères ton temps parce que tu es tout seul, mais peut-être que tu devrais prendre le pas de recul puis gérer ça comme si tu étais une entreprise. Tu sais. Fait que j'ai beaucoup de compassion si tu es dans cette espèce de tourment-là. Parce que tout le monde a déjà passé par là. Parce qu'un 0,24 mois en entreprise, ça vient normalement avec le tourment de travailler 70 heures, 80 heures semaine.
Mais il y a une fin à ça, puis c'est toi le responsable de cette fin-là. C'est toi qui vas prendre le call de dire, OK, j'en ai marre, c'est assez, il y a assez d'argent dans le compte, on a structuré quelque chose, il y a quelque chose qui roule, je prends mon pas de recul, puis ça débute par les activités à bas, à haut, à moyen rendement pour déterminer où est-ce que tu peux déléguer, où est-ce que tu peux prendre de meilleures décisions stratégiques, puis comment tu peux step up ta game, tu sais. Fait que, à ce niveau-là, j'aimerais savoir, tu sais, j'aimerais que tu nous partages comme 2 ou 3 vignettes clients. Pas obligé de te dire les noms d'entreprise, en fait, mais genre, après avoir fait ça, qu'est-ce que tu as vu comme différence? Parce que, tu sais, les gens nous écoutent comme ça a l'air bien, bien hot ce que vous dites, mais comme comment ça s'applique à moi? Fait que j'aimerais que tu nous donnes une vignette clinique d'un client que tu as appliqué ça. En fait, de 2 ou 3 clients que tu as appliqué ça. C'était quoi le avant-après qui s'est occasionné pour eux, genre? Ouais. Ben, tu sais, je vais te donner un exemple simple, puis encore là, j'y vais avec pas juste pas juste le type de client, le type de service, j'y vais avec le type de prospection. Tu sais, quand je vois des jeunes entrepreneurs, puis quand je dis jeunes entrepreneurs, ça veut pas dire une question. L'âge. Ça veut dire que des fois, il vient de se lancer à son compte, ça fait pas super longtemps. Là, des fois, il y a l'impression que plus qu'il fait d'activité. Je viens de rencontrer quelqu'un récemment qui était dans un contexte comme ça. On fait du réseautage 2-3 jours dans la semaine. On laisse des cartes d'affaires. On fait une coupe d'appels. On essaye un petit peu les réseaux sociaux. On envoie des infolettes par courriel. Puis là, après ça, je me mets d'une façon un peu plus granulaire à essayer d'analyser les chiffres. Puis là, on se rend compte que tout est tellement fait un petit peu à la va-vite, un petit peu n'importe quoi, que quand je lui demande, OK, good, en ce moment, donc quand tu te mets à faire le téléphone, c'est quoi ton approche? Rien de défini. Après ça, OK, mais good, quand tu t'en vas faire maintenant des portes à porte, t'as-tu un script, t'as-tu un processus, y a-tu quelque chose de modélisé? Ben, je vais un petit peu au feeling. Ben, c'est sûr, c'est dur de devenir bon dans quelque chose. Moi, je donne des fois l'exemple à mes clients. Je dis, mon père, il joue des instruments. J'arrive dans son sous-sol, puis je décide. Lundi, je m'envoie sa guitare, je fais un peu n'importe quoi. Mardi, sa batterie commence à taper un petit peu. Puis là, il y en a plein d'instruments, parce qu'il y a autant d'instruments qui existent que de méthodes de prospection. Là. Il y en a des méthodes. Là. Vous n'êtes pas pognés. Là. Fait que là, je dis, imagine-toi, je passe 2-3 semaines dans le sol à mon père à me promener de même, à toucher un petit peu à tout. J'essaie de l'harmonica pour le fun. Bon, ça sonne mal, je m'en vais, j'arrête. OK, essaye un petit peu ça. OK, m'en dirait, j'ai pas le rythme. Ah, j'arrête, je m'en vais. Ah, le piano, ah, c'est compliqué. Ben, c'est ça que je vois avec la prospection. Fait que si je suis pas capable de maîtriser un instrument, même en 3 semaines, parce que je fais n'importe quoi, c'est la même affaire avec la prospection. Fait qu'un des trucs que je fais rapidement, c'est de regarder, voir qu'est-ce qui fonctionnait déjà un petit peu, puis comment on peut aller l'améliorer. Fait qu'on va choisir une méthode de prospection, puis on va mettre plus d'énergie là-dessus jusqu'à temps que ça soit prévisible. Fait que ça, c'est un des points, je te dirais, qui a fait le plus de changements, mais je veux pas pointer un client en particulier parce que c'est quelque chose qui a aidé pas mal de clients. Mais c'est intéressant parce que, tu sais, là, on parlait à l'entrepreneur avec les activités à, tu sais, bas rendement, haut rendement. Puis là, toi, tu viens le nicher spécifiquement dans la stratégie de prospection. Puis j'ai adoré, là, ce que tu as expliqué parce que c'est vrai. Tu sais, il y a des gens qui ont, pour vrai, 12 stratégies de prospection, tu sais, comme... Oui. Puis la réalité, c'est que si tu veux devenir exceptionnel en prospection, il faut que tu en masterises une puis que tu deviennes un expert. Puis c'est à force de taper steady puis égal sur le clou qui va rentrer plus vite. Les gars charpentiers, menuiserie ou même les femmes maintenant qui font ce métier-là, et ils sont pas, les juniors, là, ou je sais pas comment ils s'appellent, les apprentis, sont pas excellents en construction, mais pour devenir un bon joueur dans l'industrie de la construction, il faut que tu pratiques, tu pratiques, tu pratiques. Si tu fais constamment des choses qui sont différentes, c'est normal que ton talent se développe pas. Alors j'adore ça, puis justement, ça vient permettre de voir quelle est la stratégie de prospection que je suis le plus efficace, le plus efficient, puis sur quelle je dois mettre l'accent pour faire exploser mes résultats. Ça, c'est un hack très simple que vous pouvez prendre, puis partir avec ça, puis le mettre en application. C'est une analyse très simple. Là, tu sais. C'est une analyse simple, mais des fois, le concept, juste de l'entendre de quelqu'un d'autre, après ça, c'est à vous de décider qu'est-ce que vous allez faire de ce concept-là. Est-ce que vous le prenez, vous le mettez sa table, puis on y repense pas, ou on se dit, good, je vais le faire. Puis tu sais, j'avais lu ce concept-là, mais il y a 2 formes de courage qui sont bien importantes en prospection. Courage de commencer, et le courage de continuer. Parce que quand tu commences, c'est rare que ça marche. Puis là, les gens, c'est là, après 2 semaines, ils vont dire, ah, mais c'est de la merde de porte-à-porte pour X service. Fait que là, après 2 semaines, ils vont essayer autre chose. Puis là, après, qu'est-ce qui va arriver? Mais ça va tout le temps être comme ça. Faut prendre le temps de focusser quelque part. Fait que ça, c'est un des changements. Ta question initialement, c'était de savoir quel genre de changement qu'on a fait en termes d'activité ou plus en termes de niche ou de produit-service? Ben, en fait, plutôt, c'était quoi un avant-après? Fait que, tu sais,
là, on peut s'imaginer que quelqu'un qui a changé ou qui a focalisé sa stratégie de prospection a vu son nombre de rendez-vous augmenter, tu sais, là. 100%. Sinon, un autre cas que j'ai trouvé intéressant, puis j'avais eu du bon feedback par rapport à ça, c'est une entreprise qui est consultant plus en marketing, image de marque, plus ce domaine-là. Puis cette entreprise-là, au début, justement, elle essayait d'être un peu comme les grosses boîtes qu'on voit avec des fois 40, 50 employés, de dire, moi, je fais vraiment un clé en main. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand tu fais une clé en main? Ça devient difficile d'être optimisé, puis même de savoir c'est où que tu es plus payant. Puis eux travaillaient beaucoup en montant. Ils rentraient dans une entreprise pour, mettons, un service, un produit. Ils faisaient la mise en place, puis après ça, c'était ciao, bye, puis il fallait tout le temps qu'ils cherchent un nouveau client. Une des choses qu'on a commencé à mettre en place, c'est de dire comme quoi que le montant forfaitaire, on va dire initial, était accompagné d'une récurrence parce qu'il y a des stratégies qui peuvent prendre un petit peu plus de temps à mettre en place. Par exemple, stratégie de médias sociaux, mais même si je rentre pendant un mois PL sur ton compte et que je fais les plus meilleures publications, ça n'aura pas d'impact. Fait que ce qu'on a fait, c'est qu'on a été travailler le processus de vente pour ressortir justement ce service-là comme le service qui était le plus payant parce que chaque vente augmentait le lifetime value de chacun des clients. Ouais, mais j'aime bien l'analogie parce que j'ai l'impression que c'est un raccourci que bien des gens vont prendre. Ils vont regarder, bon, comment je fais pour faire plus d'argent? Je vais regarder les plus gros de mon industrie. Mais les plus gros de ton industrie, par exemple, dans le web, ils ont 50, 60 employés, ils font 10 millions par année, ils ont le portefeuille loadé comme ça, puis ils sont prêts à investir like crazy. C'est pas ton cas. T'sais. Fait que si on ramène une activité simple, puis on devient expert rapidement, puis ça nous amène justement à mettre ton énergie sur la bonne place. Parce que si tu lances 14 services en même temps, la réalité, c'est que ça va faire la même affaire que ce que Mathieu a dit tantôt en prospection. Tu vas être à peu près bon dans rien, puis tu vas jouer du piano bien ordinaire. T'sais. Mais c'est parce que là, puis on te reconnaîtra pas comme étant un service exceptionnel, parce que chacun de tes services va être un delivery correct. T'sais. Alors qu'un expert qui façonne sa stratégie et son delivery opérationnel pendant un an, ben on va reconnaître rapidement qu'il est vraiment bon pour ce type de service-là. Alors, c'est un hack. Down the road, tu l'auras, les 12 services. Quand chaque service pourra générer 1 million à sa façon, puis après ça, tu pourras mettre des gens en place, tu pourras déléguer, tu pourras grandir, puis refaire un peu ta matrice, justement, du 2000 que j'aimais bien tout à l'heure, puis de réfléchir à comment tu peux déléguer ça. Mais ça reste que il y a des fausses croyances qui sont véhiculées. Là, tu écoutes un TikTok, là, le dude des débarques à Lamborghini, genre, tu sais, j'ai 100 salons de coiffure, c'est ça ma business. C'est comme, t'es pas là aujourd'hui. Notre audience, pour la plupart, sont pas là aujourd'hui. Il y a des étapes à franchir. Puis, selon moi, ça commence par réfléchir à qu'est-ce que tu peux optimiser maintenant pour augmenter ton énergie, augmenter ta profitabilité. Puis aujourd'hui, on t'a laissé une panoplie de clés et de pistes de réflexion pour être capable de mettre ça en place. Alors, si tu as des questions, je pense que ça wrap up bien. Si vous avez des questions, je vous invite à venir sur notre groupe Facebook, l'Académie de la Vente. Et donc, je vous remercie d'avoir été présent pour l'épisode 40 de la saison 2. Puis on se dit bonne vente et à bientôt. Let's go!